Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Livestorm. Je suis Sandrine Lagaron, chargée de prévention et à la direction prévention d'Aesio Mutuel, qui vous propose ce soir la webconférence Cancer et féminité, levons les tabous. Nous sommes ensemble pendant 1h30. N'hésitez pas à poser vos questions au long de la webconférence en cliquant sur le menu questions en bas à droite de votre écran. Seuls les intervenants pourront voir vos questions. À l'issue de la webconférence, nous vous soumettrons 2 questions pour connaître votre évaluation. Donc, merci par avance pour vos réponses. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence à tous et je passe tout de suite la parole à notre animateur Kamel Termelil et à nos 4 intervenants. Donc, Claire Ogrodowski, Éléonore Pio, Charles-Antoine Pio et Sébastien Landry. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Sandrine, et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une émission spéciale, une webconférence très intéressante, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 1h30 consacrée à un sujet qui touche une femme sur 3 au cours de sa vie. Et on va aborder tout cela ensemble. Donc cette webconférence nous est proposée par Aesio Mutuel. On vient à l'instant d'écouter Sandrine Lagaron nous en parler, et en partenariat avec l'association Imagine, une association que l'on va vous présenter. Et on verra ensemble quelles sont les actions que mène cette association. Alors Imagine, c'est pour Initiative des malades atteints de cancer gynécologique. Voilà, donc 2 structures qui ont décidé de nous proposer ce soir ce rendez-vous. Je viens de le dire à l'instant, on va parler d'un sujet consacré à une maladie qui touchera une femme sur 3 au cours de sa vie. Un fléau que nous souhaitons tous voir éradiqué. Et si l'on en juge par l'actualité de ces derniers jours, il semblerait en tout cas que il soit possible, d'après les articles qu'on a pu lire ici ou là, et notamment ce qu'ont annoncé les patrons de BioNTech, qu'il pourrait y avoir un vaccin pour guérir les malades du cancer d'ici 2030. On pourra peut-être en parler grâce à la technologie de l'ARN messager. On en a beaucoup parlé pendant la crise Covid. Donc le cancer du sein, il faut le savoir, est de loin le plus fréquent en France. Il touche près de 60 000 femmes. Ensuite, il y a les autres cancers féminins, les cancers colorectaux. On a aussi cancer pulmonaire, des ovaires, du col de l'utérus, de l'endomètre et cancer de la peau, mélanome. On va l'évoquer aussi tout à l'heure. En tout cas, ce soir, nous allons surtout nous intéresser à l'impact de cette maladie à l'endroit de la féminité. Comment rester femme? Comment redevenir femme après avoir vécu un cancer ou en vivant un cancer à l'instant T? Donc, c'est pour ça que cette émission, effectivement, s'appelle Cancers et féminité, levons les tabous, point d'exclamation. Alors, il y a des conséquences visibles au cancer. On peut l'évoquer, l'ablation partielle ou complète du sein, ce qu'on va appeler la mastectomie, ou dans le cadre d'un acte chirurgical, par exemple. Perte de cheveux, de cils, de sourcils, des ongles qui peuvent noircir, tomber, prise de poids liée à certains traitements. Puis les conséquences invisibles, la fatigue, la sécheresse de la peau, les douleurs, et puis sur la vie intime également, comme la perte de la libido. Alors ça peut être lié aussi au traitement, qui peuvent rendre l'acte sexuel douloureux, on l'évoquera avec Sébastien Landry, et puis l'impact négatif également sur la fertilité. Bref, vous l'aurez compris, tous ces éléments génèrent un impact négatif sur l'image que les femmes peuvent avoir d'elles-mêmes, une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi. Alors, on va essayer surtout de comprendre et répondre à cette question, comment rester femme pendant ou après un cancer? Donc, pour en parler ce soir, nous venons de les présenter brièvement. Il y a Sébastien Landry, psychosexologue spécialisé en oncosexologie. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et bienvenue. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la 2e fois consécutive, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'être ensemble lors d'une précédente émission. Alors l'oncologie, on va rappeler que c'est ce qu'on appelle la cancérologie, Sébastien. Alors le mot oncologie, c'est pas forcément le mot que l'on connaît particulièrement. On parlera plutôt de cancérologie. C'est la spécialité médicale donc qui se consacre au diagnostic, au suivi et au traitement des patients atteints de cancer. Vous avez également, mesdames et messieurs, Claire Ogrodowski, socio-esthéticienne. Bonsoir Claire, bienvenue. Bonsoir, merci. Comment allez-vous Claire? Très bien, merci de me recevoir sur votre émission.
Bon. Ravi d'être avec vous. Merci à vous d'être là. Alors Claire, nous verrons avec vous en quoi la socio-esthétique participe justement au retour de l'estime de soi. Hein. On va parler bien sûr maquillage, produits. On va voir tout ce que vous proposez, pas que, hein, entre autres choses, tout ce que vous proposez comme accompagnement. Et puis un couple qui est présent aussi ce soir, c'est Éléonore et Charles-Antoine Piot, notre couple témoin et membre de l'association Imagine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Éléonore. Bonsoir Charles. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également tous les deux. Vous allez prendre la parole, effectivement, puisque vous allez nous raconter tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, avoir, en tout cas vous, Éléonore, subi 2 cancers de la peau et un cancer gynécologique. Vous nous direz tout ça, puis vous nous raconterez aussi l'impact dans la vie de couple, dans la structure familiale et les conséquences sur la vie professionnelle, la vie personnelle, etc., etc. Donc, nous évoquerons tout ça ensemble. Sachez que vous pouvez, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, poser vos questions sur le chat mis à votre disposition. Vous rédigez votre prénom et votre commune, puis ensuite votre question. Et c'est donc Sandrine Lagaron qui interviendra par 2 fois en face caméra et qui va lire quelques-unes des questions à l'antenne. Et puis, vous tâcherez toutes et tous d'y répondre en tous les cas. Sébastien Landry, première question pour vous, pour démarrer ce rendez-vous. Pourquoi il est important d'évoquer ce sujet sans tabou? Pourquoi il est important de libérer la parole, donc à l'instar de ce que l'on va faire ce soir, Sébastien? Notamment quand on pense à tout ce qui touche à la sexualité, c'est déjà un sujet tabou. Le cancer, c'est un petit peu tabou également, hein, même si maintenant on en parle de plus en plus. Sont des sujets qui sont importants d'évoquer parce que je pense notamment, moi dans ma spécialité qui est l'oncosexologie, on aborde très peu les répercussions des traitements et du cancer sur l'intimité, sur la sexualité et l'impact que ça peut avoir sur une vie de couple. Et le problème, c'est que si nous, déjà, du côté soignant, on en parle peu, qu'on ne donne pas les répercussions possibles, quand on est patiente ou patient, ça peut être très compliqué de comprendre ce qui nous arrive. Et on se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? On ne m'en a pas parlé, c'est pas normal ce qui m'arrive, je suis peut-être seule à vivre ça. Et en fait, on crée d'autres troubles qui vont, avec de l'angoisse, s'accentuer, apparaître, alors qu'il faudrait que l'on puisse pouvoir dire, voilà, on a des répercussions des traitements de la maladie sur l'intimité, sur la sexualité, pour que chaque personne puisse au moins se dire, bon d'accord, ça c'est le traitement, après les traitements, peut-être ça va disparaître, ou je peux me faire aider et je peux donc demander de l'aide. Parce que là, c'est pas évident. Moi, quand je rencontre des patients qui me disent, ou des patientes qui me disent, vous vous rendez compte, je ne vais pas en parler à mon oncologue, qu'est-ce qu'il va penser si je parle de mes problématiques sexuelles? Il n'est pas là pour ça. Si, il est là pour ça aussi. Il est là pour vous aiguiller vers les professionnels qui vont pouvoir vous aider pour ces problématiques. Donc, il y a, dans ce que vous venez de dire en élément de réponse, il y a aussi la nécessité d'en parler pour éviter d'être dans l'isolement, d'être recroquevillé et de se dire, finalement, je me retrouve moi face à cette problématique et je peux rien faire. Or, en fait, le fait d'en parler, on libère la parole, on s'aperçoit que ça concerne aussi d'autres personnes. Ça peut créer du lien aussi avec d'autres malades et avec les accompagnants. C'est un peu ça, Sébastien? Bien sûr, parce que vous allez voir que si vous abordez ce sujet avec un soignant ou à n'importe quel soignant, même le médecin, il ne va pas vous dire « Ah mais non, ça n'existe pas ». Il va forcément vous dire « Oui, on sait, c'est vrai, il y a des répercussions ». Et déjà, de savoir qu'on n'est pas seul, c'est extrêmement important. Et après, si votre médecin, soit il n'est pas à l'aise avec le sujet, ou soit il est en manque de connaissances, il va vous rediriger vers les professionnels qui vont pouvoir vous aider. Mais déjà, ça, c'est énorme. Mais si vous n'allez pas chercher l'information, si vous n'osez pas en parler, eh bien, en fait, on est face à un sujet où on a des médecins qui disent les patientes ne m'en parlent pas, et puis on a des patientes qui disent mais moi j'attends, j'aimerais bien que le médecin m'en parle. Et en fait, on est dans une position d'attente des deux côtés et il ne se passe pas grand-chose et on reste avec nos problèmes. Et puis des fois, ça devient très compliqué au sein d'un couple. Il faut qu'il y ait une des deux parties qui, à un moment donné, se disent je vais y aller franchement, je vais en parler. Et puis, on s'aperçoit que finalement, on fait bien d'en parler. Alors, Éléonore, je vais me tourner vers vous. Ensuite, je donnerai la parole à Claire. Toujours sur cette nécessité, cette notion importante de lever les tabous. On vient d'évoquer brièvement avec Sébastien la partie dite de l'intimité. On l'évoquera aussi vers la fin de cette émission. Ça aussi, c'est important de lever les tabous pour se dire lâchez-vous, libérez-vous. Vous pouvez parler de votre intimité. Autant que faire se peut, bien évidemment, parce que ça dépend les individus. Mais en tout cas, Éléonore, c'est important de se dire, voilà, il faut en parler, il faut libérer la parole.
Vous confirmez les propos de Sébastien ? Oui, tout à fait. Mais avant de libérer la parole sur l'intimité, c'est libérer la parole. Nous, avec Imagine, on représente les cancers gynécologiques et c'est montrer que les cancers gynécologiques, c'est pas tabou. C'est moins connu que le cancer du sein. On représente à peu près 15 000 femmes en France par rapport aux 60 000 femmes du cancer concernées par un cancer du sein. Mais c'est des cancers qui sont souvent découverts un petit peu tard, que ce soit le cancer du col, vous le disiez, l'endomètre, les ovaires ou la vulve. Et ces parties du corps on les nomme pas, on n'en parle pas. Donc quand les femmes qu'on accompagne sont touchées par ces cancers-là, eh bien, elles mettent du temps à consulter. C'est des cancers qui sont mal connus. Les signes sont souvent un petit peu cachés. Donc déjà, par rapport à ces cancers gynécologiques dont nous sommes concernés, il faut vraiment que les femmes osent aller consulter tout d'abord. Et puis après, vraiment, ne le vivent pas comme un poids. Osent partager, même si c'est un sujet compliqué, peut-être avec leur entourage, avec des amis, avec échanger avec les soignants et pourquoi pas, si elles sont un peu plus isolées, avec les associations de patientes, c'est important. Alors, comment aussi permettre à des femmes qui, peut-être, de par leur milieu social, l'éducation qu'elles ont peut-être reçue, ou l'élément culturel, on va dire, qui peut générer des blocages, comment leur permettre de s'y libérer, d'en parler franchement ? Parce que c'est vrai, quand on est pudique, quand on nous a pas appris à parler de l'intime, c'est quand même assez compliqué. Et comment on peut s'y prendre finalement ? Alors, je vais répondre là. C'est vrai que c'est compliqué, mais en les mettant à l'aise, en se retrouvant comme nous le sommes à Imagine, entre femmes, entre personnes qui avons vécu la même chose, alors que ça soit au travers d'une ligne d'écoute qu'on a mise en place, ou au travers du forum sécurisé où ces femmes peuvent échanger en tout anonymat derrière un pseudo, ou encore au travers de Café Imagine qu'on organise en visio ou en présentiel. Elles ont différents moyens de se retrouver entre elles, sans regard sans jugement, sans regard extérieur sur ce qu'elles vivent. Elles vont pouvoir parler de l'intimité, de la sexualité, de la douleur, de la fatigue, de la perte de leur emploi ou autre. Donc, l'idée, c'est de créer un climat propice aux échanges, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est compliqué en soi. Donc, on l'a bien compris, il faut y aller tout en douceur. Éléonore, on va parler dans un instant de l'association Imagine. Vous venez d'esquisser quelques petits mots de présentation. On va y revenir dans un instant. Claire Ogrodowski, je reviens vers vous également. Vous êtes socio-esthéticienne, on l'a dit au début de cette émission. Est-ce que vous confirmez et les propos d'Éléonore à l'instant et les propos de Sébastien ? Parce que vous aussi, vous avez cette fonction probablement indirecte ou peut-être directe en tant que socio-esthéticienne de libérer la parole, d'amener les choses avec douceur ? Assez direct en fait, parce qu'on est souvent, de par notre proximité et le lien qu'on peut échanger, ne serait-ce que des fois par un simple massage des mains, cette proximité va faire tomber déjà des tabous. On n'est pas du milieu médical, donc la parole se libère plus facilement des fois qu'avec un psychologue aussi, parce qu'on est proche des patients. Donc ça, c'est dans le cadre déjà des traitements où nous, on va aussi aborder ces sujets qui sont tabous, dont les personnes ont du mal à parler, que ce soit femmes ou hommes, parce qu'on a des problématiques identiques chez les messieurs au niveau des effets secondaires liés au traitement. Mais aussi, on peut intervenir dans le cadre de la prévention et de plus en plus... J'interviens notamment avec la mutualité Occitanie où on fait des journées de la femme où on fait de la prévention. Donc, on va inciter les personnes, là, dans le cadre d'Octobre Rose, nous, on a essayé de mettre en avant justement ces problématiques de sécheresse vaginale, de problèmes qu'il peut y avoir au sein du couple, etc. On essaye d'en parler de plus en plus lors de conférences pour que les personnes ne se sentent pas non plus gênées de pouvoir en parler, parce que là, ça se fait dans un auditoire où ils ont accès à l'information, notamment par le biais du gynécologue, etc., savoir vers qui se tourner par rapport à ce qu'ils peuvent faire
pour améliorer leurs conditions. Et après, effectivement, il y a les psychosexologues aussi qui sont là pour Sébastien. parler de ça. Voilà. Très bien, merci Claire. On reviendra vers vous dans un petit instant. Éléonore, je me retourne vers vous. On va évoquer, on vient de le faire brièvement, l'association Imagine. Hein, vous êtes membre active, m'a-t-on dit, vous et votre époux Charles-Antoine, à qui on donnera la parole aussi d'ici quelques instants. Alors, l'association Imagine, c'est une association qui a vu le jour en 2014, première association de patientes atteintes de cancer gynécologique. C'est ça, et vous menez régulièrement des actions de pédagogie, de sensibilisation sur le terrain, notamment en direction des femmes atteintes de cancer. Éléonore ? Exactement. En fait, cette association qui réunit de nombreuses bénévoles engagés nous permet, comme lors du mois de septembre qui s'est écoulé, d'organiser Septembre Turquoise, comme vous connaissez Octobre Rose, où on a pu, dans à peu près 25 grandes villes de France, donc faire un tour de France pour aller à la rencontre des patientes dans les centres hospitaliers, pour informer, répondre aux questions des patientes sur les traitements, les informer, parler des effets secondaires, et puis échanger aussi avec les soignants qui ne connaissent pas forcément tous les cancers gynécologiques. Donc là, on amène notre documentation, nos plaquettes, on informe sur la nutrition, sur tout ce qui touche à la maladie. Et puis, on a une caravane qui s'appelle le Cocoon, qui parcourt la France entre juin et septembre. Et à l'intérieur de cette caravane des années 50, on organise des ateliers, notamment sexualité, on parle de l'activité physique, on organise des cafés. Donc, c'est important d'aller à la rencontre des patientes qui sont réparties sur différents territoires et qui n'ont pas forcément accès à l'information des grands centres en oncologie. Très bien. Ben voilà pour la petite présentation. J'entends des notifications de smartphone. Alors, je ne sais pas qui a laissé son smartphone avec des notifications, mais voilà, je le dis peut-être à celles et ceux qui ne sont pas forcément en face caméra ce soir, parce que c'est un petit peu gênant. Je vais juste préciser, Léonore, que votre association a fait un pas de géant en 2019, puisque vous avez obtenu l'agrément national du ministère des Solidarités et de la Santé. Les choses se sont accélérées. Exactement. Ce qui montre le sérieux de l'association, qui, en plus de toutes les missions qu'on a citées, a aussi une action très importante dans le domaine de la recherche clinique, où on va vraiment relayer toutes ces nouvelles études cliniques qui voient le jour. On travaille main dans la main avec les médecins et oncologues dans le secteur de l'oncogynéco pour permettre à des femmes, vous parliez tout à l'heure de peut-être ce futur vaccin, eh bien nous, de progresser les immunothérapies, les thérapies ciblées pour que un jour, un cancer comme celui des ovaires, qui est un cancer extrêmement grave, qui se soigne plus difficilement, par exemple, que celui du sein, puisse un jour, les femmes puissent en guérir. Voilà. En tout cas, on croise les doigts, mais il semblerait effectivement, c'est d'après ce que j'ai lu ici ou là en préparant cette émission, manifestement, c'est plutôt de bon augure. Donc, il se peut, avec les progrès de la science médicale, que l'on ait, d'ici 2030, c'est ce qu'annoncent les patrons de BioNTech, qu'un vaccin pour guérir les malades du cancer puisse voir le jour. Donc, effectivement, on suivra ça de manière très, très précise. Sébastien Landry, je reviens vers vous rapidement, mais d'abord, j'avais promis de donner la parole à Charles-Antoine. Vous êtes le compagnon d'Éléonore. Vous nous direz tout à l'heure aussi... Je suis son mari. Son mari. Vous nous direz d'ailleurs tout à l'heure, on vous écoutera témoigner comment vous avez vécu en tant que mari, justement, les deux cancers de votre épouse. On parle de libérer la parole. Alors, nous avons donné la parole à Claire, Éléonore et Sébastien. Pour vous, c'est aussi fondamental de libérer cette parole, mais aussi peut-être en direction des hommes, et vous en savez quelque chose, Charles-Antoine. Disons que avec Éléonore, on a essayé de beaucoup dédramatiser la situation, de mettre des mots sur la maladie et de faire comprendre aux gens que le mot cancer n'était pas un gros mot, que c'était une maladie qui avait des traitements et qu'avant de baisser les bras, on allait déjà tout essayer. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le mot cancer signifie cimetière. C'est faux.
Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la recherche avance énormément. Chaque cancer est unique. Chaque cancer est pris en charge de manière particulière par des médecins ultra compétents. On est en France, on a vraiment des capacités exceptionnelles par rapport à d'autres pays. Il faut leur faire confiance, mais il faut aussi se mobiliser en tant que, nous en tout cas en tant que couple, pour se battre contre cette maladie de manière organisée. C'est-à-dire que on sait qu'une partie du combat contre la maladie, au-delà des traitements, ça peut aussi passer par une activité physique qui permet d'être en meilleure forme. Ça peut être aussi parler de sa maladie, s'ouvrir aux autres. Bref, la faire rentrer dans notre vie. Bien souvent, les gens luttent contre la maladie, je dirais, de façon intime, avec leur mari, avec leur famille, mais pas forcément au grand jour. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque nous avons su qu'Éléonore était malade et qu'on a eu une date d'hospitalisation, eh ben, on a organisé une soirée pour fêter ça. Ah oui, c'est-à-dire que vous avez fait les choses à l'inverse de ce qui se fait traditionnellement. Plutôt que de se morfondre et de se dire, bon, bah, c'est terminé pour nous, vous êtes dit, bon, non, on va mettre du positif. La maladie dans notre vie, on a fait une fête en disant, bah voilà, c'est un événement, et bien, à cette occasion, on fait une fête. C'est une forme de pied de nez qu'on fait aussi au destin. D'accord. Et ma tendre épouse est toujours là. Donc, ça vaut le coup de se battre et ça vaut le coup d'utiliser des armes qui ne sont pas que médicamenteuses. Voilà. Alors, c'est intéressant. La personne qui est à côté du malade, elle a un rôle à jouer. Alors, ce n'est pas un médecin, ça peut l'être, mais ce n'est pas un médecin, mais il a un rôle très important à jouer. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Charles-Antoine, parce que finalement, on se dit, et là, c'est vers vous que je vais aussi poser cette question, Sébastien, Landry, il y a une dimension très psychologique dans la stratégie, si je puis me permettre l'expression, mise en place par Éléonore et Charles-Antoine, c'est de se dire, bah, on va positiver, on va faire la fête. Est-ce que ça a un impact positif sur la dimension psychologique, puisque vous êtes aussi sexopsychologue, Sébastien, est-ce que cette stratégie était la bonne? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Oui, voilà. Ce qui compte, c'est l'appropriation de la maladie. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément d'accepter un état de fait, il y a un cancer, c'est surtout de pouvoir construire sa vie avec la maladie, les traitements, savoir s'adapter. Il y a des jours où ça va aller, donc on va pouvoir faire des activités, aller au maximum, des jours de très, très grande fatigue où il faut accepter l'idée que là, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire les activités prévues, mais on va faire avec et on va rebondir à un autre moment. Donc, tout ce qu'on peut faire pour faire avec cette maladie, continuer à avoir une vie de couple, faire des sorties, des soirées avec les amis, etc. Tout ça, ça peut être bien si vraiment on en a envie. Après, je ne dis pas aux gens qui ne sont pas dans cette dimension-là de se forcer. Attention, il ne faut pas se forcer à faire quelque chose. Faut faire quelque chose que vous pensez qui puisse vous aider. Donc, si là, on trouve que organiser une soirée, aller au restaurant, c'est des moments de bien-être qui permettent de vivre, il faut y aller. Si vous avez besoin de prendre un petit peu de distance, faites-le également. C'est important, je pense, dans ces moments-là, d'être en capacité de s'écouter soi-même et aussi de communiquer avec sa femme, son mari, pour être en capacité d'échanger, de trouver un équilibre de vie et d'avancer en fait ensemble face à cette maladie. Alors, Éléonore et Charles-Antoine ont mis en place ce subterfuge, essayer de positiver. Nous vous écouterons d'ici quelques instants, parce que vous allez nous raconter plus en détail. D'ailleurs, merci d'avoir la gentillesse et le courage de parler dans cette émission de comment vous avez vécu tous les deux en tant que couple, en tant que mari et femme, les deux cancers de votre épouse. Mais Sébastien, est-ce que pour autant, les gens qui veulent se terrer dans une espèce de mutisme, est-ce qu'on doit les laisser aller vers ce mutisme, parce que c'est aussi une façon pour eux d'exprimer les choses en se disant bah voilà, je suis atteinte d'un cancer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tous les profils, donc chacun fait comme il peut, mais la personne qui se terre dans le mutisme, est-ce qu'on a plutôt intérêt à essayer d'aller la chercher, lui dire
permettre de positiver. C'est très difficile, je pense, en tant que professionnel, après moi je ne suis pas passé par la maladie, mais de tout seul, de complètement se renfermer, ce n'est pas forcément la meilleure solution parce qu'on a peut-être besoin à ce moment-là d'avoir un regard aussi extérieur pour pouvoir envisager la vie de plusieurs angles. Et si on s'enferme seul et on se coupe complètement de tout alors qu'on n'était pas comme ça, on va quand même plus vers une dépression plutôt que vers une situation d'appropriation de la maladie et vers la vie. Donc, il faut faire attention, les personnes, qui s'isolent complètement, qui se renferment, qui arrêtent toutes sortes d'activités, qui veulent aucun contact, c'est pas quelque chose que l'on voit, nous, en tant que professionnels, forcément d'un bon œil. Ça nous inquiète un peu. On préfère entendre des personnes qui ont des activités, qui vont vers les associations, qui communiquent et qui recherchent, en fait, des fois des moyens de comprendre, des outils pour aussi se faire aider. C'est vrai que cette dimension-là, nous, on la voit d'une vision plus positive parce qu'on a moins peur pour la patiente ou le patient. Voilà, donc surtout, si vous avez dans votre entourage, vous qui nous regardez ce soir, des personnes qui auraient tendance à se terrer dans ce fameux mutisme dont je parlais, attention, ça peut être un signal d'alerte et auquel cas, essayez d'aller vers eux, voire orienter vers les professionnels. D'ailleurs, Éléonore, c'est aussi le conseil que vous pouvez donner en prolongement des propos de Sébastien, parce que voilà, il y a les conséquences sur le corps, on va l'évoquer, mais il y a les conséquences sur le mental, perte de soi, dévalorisation de soi, perte de confiance en soi. Surtout, est-ce qu'on peut dire, voilà, parlez-en autour de vous, on l'a dit, et orientez vers les professionnels. Vous le faites avec Imagine. Alors, c'est parlez-en autour de vous, mais aux bons interlocuteurs, parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre la gravité des informations d'un cancer, la souffrance que peut exprimer la femme qui va traverser ça. Donc, il faut que de l'autre côté, on soit prêt à écouter et qu'on puisse délivrer que la personne puisse rebondir avec quelque chose à proposer. Nous, on a la chance de travailler déjà au sein d'Imagine avec Sébastien qui fait des visioconsultations pour nos patientes. Donc ça, c'est génial. On a aussi une psychologue qui accompagne nos patients. Donc ça, c'est des petits dispositifs qui se passent à distance, qui vont bien aux patientes quand elles sont fatiguées, elles sont chez elles sont avec leurs professionnels pour échanger. Donc ça, c'est des bons outils pour les accompagner. Et puis après, là, on parle de la maladie, mais il ne faut pas oublier le temps de l'après-maladie. Parce que quand on est dans le temps du soin, du traitement, on a beaucoup de choses qui sont proposées pour les femmes à l'hôpital, des professionnels comme Sébastien ou comme Claire, des soins de support, tout ça est très bien mis en place. Mais quand on est soit en rémission, voire guéri, et que quelquefois on a des séquelles ou des complications dues au traitement, on se retrouve un peu tout seul avec son mari, mais pas toujours. Il y a quand même beaucoup de couples qui partent en éclats suite à un cancer. Sébastien, il rencontre beaucoup de patients qui le sait. Et donc, c'est là qu'on se retrouve un peu seul et qu'il faut aller chercher du ressource et que ce n'est pas toujours évident. On va l'évoquer ça aussi, et c'est une réalité parce qu'il faut en parler. On a bien dit qu'on allait lever les tabous. En tout cas, ce soir, il y a des couples, vous l'avez dit, Éléonore, et c'est vrai que quand on s'était eu début septembre pour préparer ce rendez-vous, vous m'aviez bien dit, attention, il y a aussi des couples qui ne durent pas, ça vole en éclats. Tout le monde n'a pas la force de supporter cette épreuve, c'est clairement une épreuve. Claire, sur cette dimension psychologique dans votre travail de socio-esthéticienne, alors nous le dirons tout à l'heure, bien sûr, il y a la partie esthétique, on va l'évoquer, mais il y a aussi la partie psychologique, être rassuriste. Ça aussi, c'est ce que vous m'aviez dit quand je vous avais eu avant cette émission. Il faut être rassuriste. Il faut pas non plus forcément voir les choses comme une fatalité, voire pas du tout comme une fatalité, Claire. Exactement, l'aspect psychologique est très important dans la prise en charge. Donc, on va les rassurer, les écouter. On va, dans un premier temps, quand on arrive dans les services, on essaie de voir en première intention les premières chimios pour pouvoir leur donner tous les conseils nécessaires pour leur prise en charge et pour mieux accepter et tolérer aussi les traitements, ce qui fera après que le traitement en soi de chimiothérapie sera mieux accepté.
et pouvoir aussi essayer, dans la mesure du possible, de les aiguiller vers les professionnels dont ils auraient besoin et être aidants dans tout ce qui peut les entourer, soins de support et professionnels de proximité qui peuvent les accompagner aussi pendant tous ces traitements. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans les hôpitaux et cliniques, mais pas partout. On le voit au niveau des soins de support, il y a quand même encore des établissements qui n'ont pas de soins de support au sein de l'établissement. Beaucoup de prestataires extérieurs, donc peu d'heures finalement par rapport au nombre de patients qu'on pourrait rencontrer. Oui. Il y a des choses qui se mettent en place. Finalement, le confinement a révélé aussi la visio et on s'est rendu compte que finalement, on avait peur d'isoler encore plus le patient avec la visio. Au contraire, ça nous a permis de se rendre compte qu'on pouvait faire des choses en visio, y compris en socio-esthétique et dans le prendre soin, dans l'estime de soi et permettre aux personnes de parler en groupe. Et ça nous a permis aussi de se rendre compte que des personnes qui sont loin des grosses villes, parce que beaucoup de soins de support sont mis en place dans les grosses villes avec des associations, mais dans le milieu rural, chose que nous, on essaie de développer, l'accès aux soins de support, il se fait très pauvre en fait. Donc finalement, la visio permet aussi de combler ce manque-là. Et on essaye de développer quand même du présentiel en milieu rural. Voilà, c'est une forme de aller vers. Hein. La visio, c'est le fameux aller vers. À défaut de voir des structures près de chez soi, hein, effectivement, quand on habite loin des centres, des centres-villes, ou des moyennes ou des grosses agglomérations, on n'a pas la même dotation, hein, forcément d'un endroit à l'autre. Au moins, il y a ces solutions. Je voudrais qu'on écoute à présent Éléonore et Charles-Antoine, notre couple ce soir. Vous avez accepté de témoigner ce soir dans ce rendez-vous proposé par Aesio Mutuelle. Je rappelle qu'on parle bien des impacts psychologiques et physiques des cancers. Alors, justement, vous, Éléonore, vous avez eu 2 cancers, un cancer gynécologique, un cancer de la peau. Et on vous écoutera aussi, Charles-Antoine. Ça a bouleversé fondamentalement votre vie. Alors, vous avez fait la fête lorsque vous avez appris la nouvelle. Après, au quotidien, ça se traduit par quoi quand on est en couple, avec des enfants, hein? Ouais. Alors moi, on avait un garçon qui avait 1 an quand on a eu l'annonce du cancer du col de l'utérus. Donc c'est un cataclysme dans une famille. C'est un changement de voie toute tracée parce qu'on va rentrer quand on n'a jamais été à l'hôpital et qu'on est hospitalisé à plusieurs reprises pour des chirurgies. Eh bien, il faut réorganiser la vie de famille parce que la chimio, ça fait peur. Les chirurgies, on a des cicatrices sur le ventre. Je me rappelle, quand je sortais de l'hôpital, j'ai eu 4 opérations. Mon fils qui avait 1 an, je ne pouvais plus le porter dans mes bras, donc je le longeais par terre. J'ai eu de la curithérapie. Alors, ça, c'est un protocole pour le cancer du col. Après, chaque protocole peut être différent en fonction du stade du cancer. J'ai eu une irradiation en interne, de la curithérapie. Et là, j'étais radioactive quand je suis sortie de ma semaine d'hospitalisation et je ne pouvais pas prendre mon bébé dans les bras. Donc, on s'adapte. Voilà, j'ai expliqué à un enfant de 1 an, ça peut comprendre aussi. Ça peut comprendre. Donc, j'ai expliqué. C'est mon mari qui donnait le bain, par exemple. Ouais. Quand j'ai pu le langer, je le langeais par terre dans sa chambre. On ne le longeait pas sur la table à langer, mais ce n'était pas très grave en fait. On a expliqué, on a parlé. C'est aussi l'impact de la fatigue dans la famille. Je n'avais pas de femme de ménage à l'époque. Comment je fais le ménage, comment je fais les courses. Là encore, moi j'avais la chance d'avoir mon mari. Il faut penser à toutes ces femmes, quel que soit le cancer qu'elles traversent, qui sont seules par choix, on a des célibataires par choix, ou alors qui sont malheureusement ont rencontré une rupture ou n'ont pas choisi cet état de fait. Et alors là, on peut s'imaginer qu'est-ce que c'est quand on doit tout porter toute seule. Ça, c'est dur.
Ça, c'est dur. Effectivement, la charge mentale et physique, pour le coup, est 10 fois, 100 fois supérieure, parce que là, on ne peut pas répartir les tâches. Il n'y a Non, personne pour nous soutenir. la charge mentale, la peur des traitements, à qui j'en parle? Le soir chez moi, j'ai mal supporté, j'ai vomi après ma chimio, j'ai peur de ne pas pouvoir faire celle d'après, ou qui me conduit à l'hôpital parce qu'il n'y a pas toujours des VSL ou des ambulances pour vous emmener ou des taxis. Claire parlait des zones rurales. Quand je suis toute seule, je fais comment? Donc, moi, j'ai eu cette chance-là que mon mari puisse m'accompagner, que quand j'avais pas envie de manger, il me faisait un petit repas, c'était pas très indiqué mais il me faisait livrer des pizzas ou il m'achetait des glaces Häagen-Dazs parce que j'aimais bien ça. Voilà, on essayait de trouver des petits moments de réconfort, mais c'est pas toujours le cas. C'est ce que disait Sébastien tout à l'heure. Il faut essayer de trouver des moyens, voilà, ces temps de réconfort, ces temps de moments positifs, conviviaux, parce que sinon, voilà, on est dans le négatif, on broie du noir. Effectivement, voilà, la pizza, la Häagen-Dazs, aussi bizarre que ça puisse paraître, encore que pas vraiment, ce qui est plutôt une bonne chose, ça vous a permis d'une certaine manière de garder la tête au-dessus de l'eau. Alors, Charles-Antoine, en tant qu'époux, avec une épouse qui a un cancer, qui a été radioactive, il y a un bébé de 1 an. Comment vous avez quel stratagème vous avez mis en place pour pouvoir gérer la cellule familiale, gérer la relation amoureuse et aussi la vie professionnelle? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, en fait, il n'y a pas de stratagème. C'est-à-dire que c'est un peu comme le parachutisme. Une fois qu'on a sauté de l'avion, on est tout seul, il faut se débrouiller. Hein. C'est ça, on compte sur voilà. Ce que je tiens à dire déjà, c'est que avant de mettre en place quoi que ce soit, il y a le moment de l'annonce. Et quand vous avez une femme de 35 ans, donc un bébé de 1 an, moi je suis profession libérale, etc., avec une petite société à faire tourner. Lorsque vous prenez ça en pleine tête un 23 ou un 24 décembre, je ne sais plus, même si vous, en tant que mari, vous êtes en bonne santé, eh ben, le cancer, en fait, ce n'est pas votre femme qui l'a, c'est votre famille qui l'a. Le cancer, c'est un événement familial, et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, quand on a eu notre cancer, parce que si Éléonore l'a vécu dans son corps, moi, je l'ai vécu aussi dans ma tête. Et oui, si vous voulez, déjà, lorsqu'on a cette information dans les mains, on vous dit, tiens, votre femme a un cancer. Qu'est-ce que je fais de cette information? Donc, tout d'abord, comme on a été, entre guillemets, éduqué comme ça, c'est une catastrophe, évidemment. Et puis ensuite, on apprend. On rencontre des médecins. On mesure, comme je disais tout à l'heure, que ce n'est pas un gros mot, c'est juste une maladie. À une époque, il y avait une publicité où il y avait quelqu'un qui était absent et son collègue entrait en disant « Il n'est pas là, Jean-Pierre ?» Et on disait « Ah non, il a un cancer, il sera là lundi. » Ah, très bien. Sans aller jusque-là, il faut redonner au cancer sa place, c'est-à-dire c'est une maladie, mais on peut se battre. Et lorsque vous faites ça et que vous vous mettez dans la peau, dans la logique d'un traitement, que vous avez rencontré les médecins, moi j'ai perçu les choses comme faisant partie d'une équipe, un peu comme peut-être pas comme un coach, mais il y avait le médecin, il y avait le mari, et puis on était dédié à ce que notre athlète, Éléonore, gagne la course à la vie. Et les stratagèmes, si vous voulez, on les met en place en fonction de ses capacités. Moi, j'ai une légère tendance à l'humour noir et c'est vrai que j'ai beaucoup misé sur l'humour pour dédramatiser les choses. Par exemple, quand on m'interroge sur les cancers de ma femme, je dis oui, elle en a eu 2, on attend le 3e avec une grande impatience parce que comme il y en a 203, vraiment c'est formidable. Puis maintenant, pour aller à l'Institut Gustave Roussy à Paris, comme on y était tellement nombre de fois, je sais exactement où on peut se garer gratos. C'est formidable. Bon, bien évidemment, j'en pense pas un mot, mais c'est une façon d'évacuer. Voilà. Ça permet de dire les choses. C'est des mécanismes de défense. Donc, celui-là, c'est le mien. Donc, je l'ai beaucoup utilisé. Après, comme vous l'avez dit, on a organisé des moments de vie. On se fait des petits apéros. On a bu énormément de bouteilles de champagne pendant cette période. De glace, de pizza, enfin, tout ce qu'on a pu trouver, toutes ces minutes de vie normales
qu'on a arrachés à la maladie. Des dîners, des petits week-ends, dès qu'Éléonore allait mieux. Je sais que la dernière séance de chimio, elle l'a ratée parce qu'on avait loué un appartement. Si, tu l'as raté. Ah, tu l'as fait, bon. On avait loué un appartement au bord de la mer et elle avait dit à son oncologue, dépêchez-vous de me faire la chimio parce que de toute façon, on s'en va. Donc, on a loué, on y va. Bon, voilà. Après, il y a d'autres moments moins drôles où, je me souviens, dans ce fameux appartement, on a été manger une glace à 100 mètres de l'appartement. Elle n'a pas pu rentrer. Voilà. Elle n'arrivait plus à marcher tellement elle était fatiguée. Là, c'est moins drôle. Bien sûr, et quand vous êtes le mari et que vous voyez votre femme comme ça, c'est compliqué. Il y a aussi la précarité, donc il y a toute la précarité émotionnelle que ça engendre dans la famille, la peur, l'incompréhension, la colère. Hein. Il y a aussi ce qui nous a aussi, on était tous les deux à notre compte à un moment donné, c'était la précarité financière, l'instabilité professionnelle, et on n'était pas très à l'aise par rapport à ça. C'est vrai, hein, parce que moi, j'avais arrêté de travailler. Toi, tu pourvoyais à l'ensemble du foyer. Et on s'est dit, il ne faut pas que ça dure 5 ans. Et après, quand j'ai été remalade la deuxième fois, Charles on a un peu paniqué aussi. Bien sûr. Mais... Légitimement, c'est tout à fait légitime parce qu'effectivement, vous parlez de risque de précarité financière. Alors en plus, voilà, il y a un deuxième cancer hein, qui apparaît. Comment, à votre niveau, Charles-Antoine, on maintient cet humour noir, cette énergie je m'y attendais pas trop, donc bon, le premier non plus, mais le deuxième, finalement, j'ai presque plus mal réagi parce que ça arrive une deuxième fois, là c'était pas possible d'encaisser. Bon, alors à chaque fois, ça dépend, les gens fonctionnent différemment. Moi, en général, je m'écroule 3 jours. Après, je reprends les manettes et c'est parti. Mais tant que... Oui, l'annonce du deuxième cancer, là, ça a été... oui, ça a été presque plus déstabilisant. Alors après, je vous dis, ma nature a repris le dessus. Et puis voilà, puis il fallait avancer. Puis on a notre fils qui était là, donc il fallait s'occuper, la société... la famille, les amis. La famille, les amis, mais non, je veux dire, on avait des obligations au-delà des traitements et tout ça. Il fallait aussi faire avancer il fallait faire avancer la vie familiale, la vie liée à l'entreprise, puisque vous nous avez dit que vous êtes profession libérale. Je vous redonne la parole dans un petit instant. Juste avant, Sébastien, que pensez-vous du témoignage d'Éléonore et de Charles-Antoine, même si effectivement vous connaissez déjà, mais là on a typiquement un couple qui a essayé d'attaquer la maladie, de ne pas rester les bras ballants, finalement faire preuve de résilience. Est-ce qu'on peut dire oui qu'ils ont fait preuve de résilience dans ce cadre-là ? Oui, bien sûr, c'est une façon de rebondir. Ce qui est hyper intéressant pour eux deux, c'est qu'ils étaient ensemble hein, et qu'ils sont aussi battus ensemble. Hein. Comme dit, c'est leur cancer. C'est-à-dire que quand il y a des couples où on voit que la personne malade n'est pas soutenue ou qu'il y a une peur hein, de la part du conjoint ou de la conjointe qui s'entend également, mais qui fuit ou qui est mise à distance et qui n'a pas cette sensation d'accompagnement, c'est très, très, très compliqué. Là, c'est vrai que d'être à deux, ensemble, c'est super. Hein, c'est pas toujours ce que moi j'entends, forcément, dans mes consultations, dans mes suivis. Mais là, on voit que voilà, de pouvoir compter l'un sur l'autre, d'être présent, l'un peut s'effondrer, l'autre est là, et après inversement, et on avance ensemble. C'est vrai que ça permet hein, de tenir. En plus, dans le cas d'Éléonore, d'enchaîner 2 cancers, c'est extrêmement difficile parce que la première fois, souvent, ce qu'on entend hein, quand même de la part de nos patientes, c'est que c'est l'inconnu. Hein, c'est vraiment cet inconnu. On ne sait pas vraiment ce que vont être les traitements, la difficulté, la lourdeur de ces traitements. Quand vous en êtes sorti et qu'on vous dit on recommence, vous savez par quoi vous allez passer. C'est vraiment difficile et voilà, c'est normal de s'effondrer hein, et après d'essayer de repartir. Alors vraiment, dans leur cas où ils sont à 2 ensemble tout le temps, c'est super. Mais c'est hélas
pas toujours le cas. Comme le disait tout à l'heure Éléonore, dans l'après-cancer, il y a cette sensation d'abandon aussi de la part du milieu soignant, parce qu'on accompagne beaucoup pendant les traitements dans les centres, et quand les personnes rentrent chez elles, il y a des dispositifs d'après-cancer, mais pas partout, hein, donc tout le monde n'est pas suivi de la même façon. Et il faut le dire, il y a beaucoup plus de séparation dans les couples dans l'après-cancer que pendant le cancer. Parce que, par exemple, si on parle sur le sujet de la sexualité, mettre entre parenthèses sa vie intime et sexuelle, hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire, je ne parle pas de vie de couple, hein, juste vraiment sur le côté physique de la sexualité, pendant les traitements, c'est hyper fréquent. Enfin, c'est quasiment, je ne vais pas dire tout le monde, c'est pas vrai, mais c'est une grande majorité des patientes et des patients qui font cette parenthèse. Mais quand le cancérologue dit « vous êtes en rémission, vous allez pouvoir maintenant retrouver une vie ordinaire, hein, des fois avec une reprise de travail qui est envisagée », la sexualité faisant quand même partie de la vie de couple, là, il y a aussi cette dimension qu'il faudrait repartir. Hélas, elle ne repart pas forcément parce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent durer extrêmement longtemps, parce que si on n'est pas aidé et qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, si on ne fait rien, on n'arrivera pas derrière à résoudre le problème seul. Ça peut mettre une tension dans les couples, et on a des couples qui explosent vraiment dans l'après-maladie. Hein, cette maladie, on ne tourne pas la page du jour au lendemain. Donc ça aussi c'est important. Il y a des patients, ils attendent, hein, j'entends, hein, d'attendre la fin des traitements, de pouvoir reprendre une vie ordinaire. C'est tout ce que je leur souhaite, hein, mais c'est vrai que c'est long, ça prend du temps, et des fois pour le mari, la femme à côté, s'il n'y a pas eu cet investissement pendant la maladie, c'est difficile dans l'après de voir comment ça se fait, quoi. C'est terminé normalement. Pourquoi tu as encore de la fatigue? Pourquoi tu as encore des nausées, pour des douleurs? Voilà, il y a tout ça qui est des fois très, très incompréhensible dans les couples. Éléonore, est-ce que vous aviez cette crainte, cette peur, là aussi légitime, de voir votre couple voler en éclats? Et comment vous avez réinventé votre relation de couple avec votre époux, Charles-Antoine? J'ai jamais eu cette peur-là, en fait. D'accord. Ça nous a jamais effleuré l'esprit. Voilà, on a aussi puisé dans une spiritualité qu'on partage ensemble, qui est importante pour nous. Non, on n'a jamais eu cette peur-là. Moi, j'ai plus eu peur dans mon intégrité de femme, parce que le cancer m'avait abîmée physiquement, et j'ai plus eu peur. J'ai eu peur de ne pas me retrouver dans ce nouveau corps. Voilà. Et que ce nouveau corps ne soit pas aimé par mon mari. C'est ça qui me faisait peur. Voilà. Si je puis me permettre, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé que j'étais le mari d'Éléonore et pas son compagnon. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le mariage est une arme. Lorsqu'on se marie, on prend un engagement envers l'autre. Quoi qu'on en dise, on donne sa parole, qu'on soit dans le cadre d'un mariage civil ou religieux, peu importe. On donne sa parole, on s'engage. Cet engagement, s'il n'est pas pris à la légère, le mariage est une arme. Le mariage est un levier très puissant pour faire de deux personnes une entité beaucoup plus forte que l'addition des deux. Et pourquoi je disais que j'ai pas du tout eu peur que notre couple vole en éclats? Oui. Parce que pour nous, le mariage est fondamental, c'est la base de notre vie ensemble et de notre famille. Et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé aussi. Alors ça nous est particulier, mais on s'est aussi appuyé sur des ressources. Par exemple, on a été voir on a pu aller voir des psychologues qui accompagnaient des personnes touchées par le cancer. Donc ça, on a eu cette ressource-là qui nous a été proposée. On y a été tous les deux. Et ça nous a permis de décharger aussi, chacun de notre côté, ce qu'on vivait. C'est un dispositif qui nous était proposé. Après, on a pris aussi une consultation avec Sébastien, par exemple, chacun de notre côté. Après, il faut se réinventer une nouvelle vie. La vie après le cancer, c'est pas la même. C'est pas la même qu'avant. On ne dit pas qu'elle est moins bien. On dit juste qu'elle est différente. Elle est différente. Elle est juste différente. Elle est juste différente. Voilà. Donc, mais après. Vous savez, quand vous gagnez 10 millions d'euros au loto, la vie aussi devient différente. Et il faut la réinventer. Je pense qu'elle est différente. Ouais. Non, mais c'est une analogie qui est très intéressante.
Là aussi, il y a des chamboulements C'est pas dans la vie. forcément mieux. Ouais, alors, je sais pas. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale. On donnerait la parole à des personnes qui ont gagné au loto pour nous expliquer ça. Je vous redonne la parole d'ici quelques instants. Vous aussi, Claire, on va parler de la socio-esthétique dans un instant. Mais d'abord, il est temps de retrouver Sandrine Lagaron d'Aesio Mutuel. Sandrine qui, depuis le début de cette émission, a pour mission de collecter les questions qui arrivent sur le chat. Sandrine qui va apparaître dans un instant en face caméra. On vous a demandé de laisser vos questions, prénoms plus ville. Alors, Sandrine, je vois Oui, on vous entend, Sandrine. Très bien. Bon, très Je vois bien. la petite notification qui laisse penser qu'effectivement, il y a eu pas mal de questions qui sont arrivées. Alors, attachez Pas vraiment, d'y répondre. Kamel, pas beaucoup de questions. Par contre, un témoignage pour nous remercier de cette émission et surtout de la générosité et des informations données par nos intervenants ce soir. Voilà, donc voilà. Écoutez, je vous encourage à continuer. J'encourage aussi nos participants à poser leurs questions via le fil de discussion. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le menu questions en bas à droite de votre écran et puis on pourra y répondre en deuxième partie. Voilà. Très bien, Sandrine. Eh ben, on vous retrouve avant 20h, en espérant effectivement qu'il y ait d'autres questions, interrogations, ou peut-être même réflexions, ou voire anecdotes à partager. Ce sera bien évidemment avec plaisir. Merci, Sandrine. À tout à l'heure pour cette deuxième série de questions des internautes dans cette émission spéciale où nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Aesio Mutuel et l'association Imagine. Cancers et féminité, levons les tabous, point d'exclamation. C'est donc le sujet de cette émission. Il est 19h20, très exactement. Bienvenue à celles et ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Sachez également que cette émission sera visible en replay. Vous pourrez la voir, la revoir autant de fois que vous le souhaitez. Nous redonnerons effectivement la parole aussi à Sandrine avant la fin de cette émission qui vous rappellera tout ça. Donc, vous pourrez la voir en replay. Alors, on a évoqué l'impact qu'a eu le cancer dans la relation de couple entre Charles-Antoine et Léonore. On va évoquer à présent la socio-esthétique avec vous, Claire Ogrodowski. J'avoue, et honnêtement, je le dis, je ne connaissais pas cette profession avant de faire cette émission. Donc, la socio-esthétique, vous êtes socio-esthéticienne. Sébastien, ça vous parle forcément, parce que je sais que vous orientez certaines de vos patientes en direction des socio-esthéticiens. C'est quoi alors? Comment on peut définir la socio-esthétique, Claire, et quels en sont les bienfaits? Expliquez-nous. Alors, la socio-esthétique, en fait, on utilise l'esthétique comme outil de médiation auprès d'un public fragilisé, que ce soit par la maladie, le handicap, des ruptures de vie, un chômage, une dépression, peu importe, en fait, victime de violence, personnes âgées, atteintes de sénilité, Alzheimer, etc. Donc, c'est assez large, en fait, comme public. On peut intervenir aussi bien du bébé jusqu'à la personne âgée, l'adolescent, par rapport à l'image de soi. Enfin, voilà, c'est un public très, très large. Les bienfaits de la socio-esthétique, tout dépend du public en fait qu'on accompagne. Là, on est dans le cadre de l'oncologie, donc on est là pour. C'est assez particulier dans le sens où on intervient, où on va essayer d'anticiper, de prévenir au maximum les effets secondaires liés au traitement. Donc, on va conseiller les patients sur tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour... on le sait, en plus, dans le cadre des cancers féminins, ça fait partie des chimiothérapies qui altèrent quand même pas mal le corps, que ce soit au niveau des cicatrices qu'on peut avoir, au niveau de la perte de mobilité qu'il peut y avoir aussi suite à des tumérectomies ou mastectomies, à tout ce qui est en rapport avec la féminité, à la maternité. On n'en parle pas, mais ça fait aussi partie des choses, du regard de l'autre, le regard des enfants qui vont porter sur leur maman, le regard du mari. Éléonore en a touché un mot tout à l'heure.
on va être là aussi pour rassurer les patients parce que, comme Éléonore l'a dit, c'est un tsunami en fait qui leur arrive et parfois on a des personnes dans le déni, on a des personnes qui sont en colère, on a des personnes qui peuvent être angoissées, donc on va pouvoir leur permettre d'ouvrir un sas déjà de discussion et puis leur permettre de gérer le stress, angoisse. Ça fait aussi partie de notre rôle. Rediriger vers d'autres professionnels, parce qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire. On intervient à la fois en individuel mais aussi en collectif. Le collectif permet aussi aux patients de pouvoir parler entre elles et pouvoir échanger. Par exemple, en radiothérapie, on a mis en place justement des ateliers pour conseils. Je le vois sur 1h30, des fois on se dit on va laisser un petit temps vraiment pour le côté cocooning. En fait, elles ont tellement de questions à poser sur leur prise en charge qu'on va passer 1h30 à répondre aux questions, aux interrogations. Voilà, et après, ça va être pendant le parcours de soins où il peut y avoir des effets secondaires où on va prodiguer des soins spécifiques. On peut avoir des problèmes de neuropathie, des problèmes au niveau de la peau, des mêmes pieds par exemple, qui peuvent être handicapants au quotidien, qui peuvent empêcher la marche. Quand on sait que l'activité physique adaptée est quand même hyper importante pour déjà pour les côtés, la fatigabilité, pour la mobilité, c'est important pour plein de choses, pour le moral. Donc, les effets secondaires peuvent vraiment avoir des répercussions importantes sur la vie au quotidien. Donc, notre rôle, nous, c'est d'essayer de prodiguer des soins qui vont permettre d'aller mieux et de pouvoir aussi éviter l'arrêt des traitements, parce que ça peut arriver pour que la peau puisse se régénérer. Et ça va être redirigé aussi vers les bons professionnels qui vont pouvoir prendre en charge, parce que des fois, il y a besoin d'antibiotiques, des fois, c'est des allergies qui peuvent être confondues avec des effets secondaires, des fois, il y a des effets secondaires cachés dont elles n'osent pas parler et dont elles n'ont pas conscience, dont ils n'ont pas conscience, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont concernés. C'est essayer d'aller chercher tous ces renseignements qu'on va pouvoir transmettre après aux équipes infirmiers, médecins. Alors justement, Claire, vous proposez des conseils beauté aussi, parce que on l'a dit tout à l'heure, il y a cet impact aussi dévalorisation de soi, mésestime de soi. Alors, vous avez un travail de conseils beauté ces conseils peuvent permettre aux femmes de retrouver leur féminité. La coquetterie, j'ai envie de dire, c'est important aussi de travailler en ce sens. Retrouver une bonne mine, pareil, recréer un sourcil, faire illusion d'avoir des cils, tout ça c'est important pour l'image de la patiente. Ne serait-ce que pour elles, après certaines le font aussi pour l'image qu'elles vont renvoyer aux autres, certaines portent des perruques pour l'image qu'elles vont renvoyer aux autres. On essaye aussi de leur faire comprendre que quand elles se font aussi coquettes, elles le font aussi pour elles et pas que pour les autres. Donc ça c'est aussi important de leur rappeler aussi au quotidien, parce que ça va jouer sur le moral, le fait de se sentir jolie, parce que souvent le travail avec le miroir est compliqué. On retravaille aussi ce regard dans le miroir qui est pas facile. J'ai des patientes, par exemple, on parlait tout à l'heure de mastectomie ou tumérectomie, regarder sa poitrine ou se regarder dans un miroir, certaines n'en sont plus capables. Donc, on va les aider en fait à se réapproprier ce corps. Des fois, par le biais d'un massage, on va aussi leur redonner ce côté plaisir, parce qu'après des traitements douloureux qui entraînent des fois de la souffrance, on va redonner ce côté plaisir qui est important pour traverser les maladies. On a certaines techniques aussi qui permettent de soulager la douleur, qui vont, par exemple, le nursing touch. C'est ça ? Le nursing touch, Alors, c'est une
technique d'effleurage, en fait, qui va permettre, on le sait chez certains patients qui sont, par exemple, sous morphine, de stabiliser, en fait, et de ne pas redemander des doses de morphine. Donc, c'est quand même un impact important. Bon, là, c'est pour les personnes qui sont vraiment plus en soins palliatifs ou autres. Mais quand il y a vraiment des douleurs, c'est des choses qui peuvent vraiment faire du bien. Et l'impact, évidemment, au niveau, on va leur apprendre à accessoiriser leur tenue, à s'amuser avec les foulards, parce que des fois, la perruque, elles vont pas les supporter parce que ça va gratouiller. Donc, on va s'amuser avec les accessoires au niveau du cheveu. On va les accompagner, en fait, vers tout ça. Éléonore, vous nous avez dit tout à l'heure, moi j'avais peur de ne plus plaire à mon époux. S'il était possible, bien évidemment, il faut situer les choses dans leur contexte, est-ce que vous avez essayé de maintenir, voilà, je parlais de coquetterie tout à l'heure, essayer de garder l'identité féminine, ça passe par se faire belle, du maquillage, ce genre de choses, ou est-ce que c'est vraiment pas possible parce qu'on est tellement mal avec le traitement, les chimios, etc. Comment vous avez géré cette partie-là de susciter toujours le désir chez votre mari? Alors, comme Sébastien le disait tout à l'heure, quand on est à l'hôpital et en traitement de chimio, de chirurgie ou autre, Ouais. je vais être concrète, hein, on cherche surtout à se soigner, à sauver sa peau. Et moi, je ne cherchais pas spécialement l'intimité avec mon mari. Hein. C'était le temps de la maladie, le temps des traitements. Et moi, je m'en fichais complètement. Hein. On n'était pas du tout dans cette logique. On était plus dans la logique de l'urgence par rapport à la maladie qui progressait. Il faut garder un temps au temps. Je pense qu'il ne faut pas mettre trop de couleur rose sur le cancer non plus. Il y a un temps pour tout. Et on a un peu tort pendant Octobre Rose à croire que les filles, elles ont un cancer du sein, elles se font opérer du sein la veille et elles vont mettre un porte-jartel rose pour rejoindre leur conjoint le lendemain de l'opération. Non, il y a un moment donné, il faut du temps au temps. On ne peut pas passer comme ça du stade je suis en forme, stade je suis malade et je fais des galipettes. Non. Donc moi, je ne pensais pas du tout à ça. Voilà, il a fallu du temps et ça peut se compter en mois, voire en années, hein, parce que l'après-cancer, Sébastien le disait, est compliqué. Ça, c'est très important de le préciser. Moi, je pensais surtout au confort. C'est-à-dire, j'avais besoin, là, Claire le disait, j'avais l'impact des traitements avec toute la chimie des traitements et l'impact de la ménopause. Donc, moi, j'avais besoin d'être confortable. J'étais ménopausée jeune, donc j'avais besoin de crème qui me fassent du bien, de l'hydratation, de m'habiller dans des matières douces qui ne servent pas la peau, qui ne servent pas la cicatrice. J'avais besoin... j'ai appris à re-respirer, j'ai fait de la sophrologie, j'ai bénéficié de séances de pilates, de yoga, j'ai fait de la marche nordique après quand j'ai pu à distance des chirurgies. La coquetterie, je voulais pas avoir un visage qui était marqué par la maladie, donc j'avais appris des techniques pour calfeutrer, mais j'avais surtout besoin d'être confortable et le mieux possible dans ce corps qui était malmené par la maladie. Je vous ai vu réagir, Claire, justement, quand Éléonore a parlé de confort, de crème, d'hydratation, de matière douce. Ça va dans le sens des propos que vous avez tenus il y a quelques instants. C'est ça, c'est complètement parce qu'on nous pose souvent la question qu'est-ce qu'on fait comme en première intention en fait pendant les traitements. Moi, je me suis rendu compte et pourtant je suis maquilleuse de métier que finalement le maquillage correcteur, j'en fais très peu pendant les traitements. Finalement, je le fais plutôt en atelier quand elles commencent à être un peu plus en forme, où elles ont envie de retrouver la coquetterie, mais on est plutôt sur la fin des traitements. Pendant les traitements, on est exactement plutôt sur apprendre à respirer, sur gestion stress-angoisse, sur les mettre dans
confort au niveau de la peau parce que ça altère. Il y a beaucoup de sécheresse cutanée. Il peut y avoir des réactions cutanées assez importantes au niveau, que ce soit au niveau du cuir chevelu, de la peau, au niveau vaginal, au niveau de la bouche aussi. Il peut y avoir des problématiques au niveau des ongles, des mains, des pieds qui peuvent être handicapants au quotidien, on le disait tout à l'heure. Donc tout ça, c'est leur apprendre à être mieux au quotidien. C'est les diriger aussi vers des vêtements confortables mais qui restent quand même féminins, donc parce qu'il y a quand même ce côté où on n'a pas envie d'être en pyjama forcément toute la journée, mais c'est essayer de les guider au maximum pour améliorer leur quotidien. Et la coquetterie, voilà, on le voit quand même assez fréquemment. Ça arrive dans un deuxième temps. Alors, Sébastien Landry, cette fois-ci, je me tourne vers vous. Chaque chose en son temps. Certes, vous êtes psychosexologue, pardon. Bien sûr, il y a la dimension de la sexualité, de relancer la libido dans son couple. Ça fait partie de vos prérogatives. Mais Éléonore nous a dit, moi, j'étais pas dans ça. Son mari nous l'a confirmé. C'est pas du tout ce vers quoi nous souhaitions aller dans un premier temps. Évidemment, on le comprend. C'est d'abord se soigner, essayer de trouver un mode de vie plus doux avec cette maladie. Donc, chaque chose en son temps, ce serait la formule adaptée pour pouvoir aller vers un retour d'une sexualité, je dirais pas normale, mais d'une sexualité qui serait différente. On l'a dit aussi tout à l'heure. Bien sûr, en fait, à un moment donné, il faut s'écouter. Dans cette maladie, lors des traitements, on subit énormément. C'est-à-dire que l'emploi du temps, c'est pas le patient qui va le décider. Le nombre d'examens à faire, c'est pas lui qui décide. Il y a une sorte d'un moment, on va subir. De toute façon, il n'y a pas le choix. On y a une perte de maîtrise. Et si on veut retrouver une vie agréable et une vie de couple qui nous correspond, il va falloir repasser par plusieurs étapes et il va falloir se réapproprier son corps, s'approprier sa maladie pour pouvoir se sentir bien et voir ce que l'on a envie. Mais pour ça, il faut déjà se questionner sur qu'est-ce que je veux aujourd'hui et pas tiens, il serait peut-être important qu'on ait une vie sexuelle. Non, et là, c'est bien d'en parler en couple parce que généralement, les deux membres du couple n'ont pas des besoins, hein, parce que beaucoup de personnes disaient j'ai un besoin sexuel, c'est pas un besoin, hein, on peut s'en passer de la sexualité. Par contre, d'être avec la personne que l'on aime, être accompagné, ça c'est vraiment le plus important. Et cet échange, cette communication qu'il va y avoir autour de ce que l'on a envie sur le moment, c'est extrêmement important. Et on parle de sexualité toujours dans l'idée que c'est un acte physique, mais à un moment donné, la tendresse, le partage, le temps que l'on a à deux, ça fait partie de notre sexualité. Donc ça, c'est important de pouvoir s'écouter, savoir ce que l'on a envie, et on a souvent besoin de l'autre, du contact physique, ne serait-ce que de se tenir la main, ça peut être vraiment très important. On n'est pas là à se mettre la pression, à dire oui, mais si on n'a pas de rapport sexuel, comment ça peut faire? On s'en fiche un peu à un moment donné. Mais il faut être capable de oui, déjà s'écouter et surtout de verbaliser à sa femme, à son mari, pour qu'on puisse se mettre d'accord aussi sur ce que l'on veut aujourd'hui ensemble. Ouais, il faut redéfinir une nouvelle feuille de route. Hein. J'ai le sentiment que c'est ça, hein, on redéfinit les choses. Voilà, il y a le mot bouleversement qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est vraiment un bouleversement, Charles-Antoine. Je vais vous interroger dans quelques secondes. C'est ça, c'est un nouveau cap à tracer dans sa relation de couple, Sébastien? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, j'ai envie de dire, il n'y a pas que la maladie, hein. Il y a plein de moments de la vie. Je pense que la sexualité, des fois, on a tendance à oublier qu'elle va évoluer dans le temps et qu'on n'a pas la même sexualité qu'on a à 20 ans. Et puis, je ne sais même pas s'il faut la rechercher, celle-ci, mais on a une sexualité qui va se modifier, ne serait-ce que si on regarde quand on devient parent, hein, un couple qui devient parent, ça change un petit peu la donne dans sa vie intime. C'est vrai que si on veut avoir la même chose avant, après, des fois, c'est pas évident pour certains couples. C'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter parce que la sexualité, elle va évoluer avec ce que l'on devient. Et la maladie, forcément, va imposer un changement, ça c'est une certitude. Et les couples qui vont être capables de s'adapter vont pouvoir rebondir, c'est-à-dire redéfinir leurs priorités et peut-être avoir une nouvelle sexualité. Et quand je dis nouvelle, ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'avant, hein. Pas du tout, c'est juste différent.
Alors, quand on parle de couple, on est bien d'accord, hein, qu'on soit marié, concubin, pacsé, couple homo, on s'en fiche. Hein, c'est la notion de couple. Hein, l'idée, c'est de passer le cap à deux. Charles-Antoine, vous m'avez dit tout à l'heure, moi non plus, je ne recherchais pas ça, ça me venait pas à l'esprit, hein, tout comme votre épouse. On parle de l'absence de libido chez les femmes, mais aussi en tant qu'époux, j'imagine que chez vous aussi, il n'y avait plus du tout de libido quand on voit son épouse malade. Effectivement, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être près d'elle et de l'aider. Moi, j'avais toujours ma libido, je suis un garçon, hein, toujours prêt comme les scouts. Non, il faut faire attention à ce qu'on appelle la sexualité. Aujourd'hui, on nous vend de la sexualité à grands coups de sites internet et autres, comment on va dire, modèles d'hommes ultra performants, de femmes ultra machin. Tout le monde s'envoie en l'air sans problème, n'importe quand, la toupie hongroise, l'hélicoptère, je ne sais quoi. Dans la vraie vie, c'est pas ça, et on le sait bien. Donc, a fortiori, quand votre femme a été malade ou quand elle l'est, comme a dit Sébastien, la sexualité, elle change. Mais la sexualité, on a tous une sexualité différente. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on est en réalité tous bien loin de ce qu'on essaie de nous vendre comme étant une sexualité épanouie. Et il n'y a pas besoin de faire l'amour 10 fois par nuit et d'avoir, vous voyez ce que je veux dire, des performances formidables pour avoir une relation intime et forte, émotionnellement forte avec sa femme ou son compagnon ou peu importe. Alors oui, pendant la période de la maladie, on n'y pense pas et puis on n'ose pas, si vous voulez, quand bien même. Encore une fois, le but du jeu, c'est de sauver la peau de son épouse. Et on parle de ça quand même. Quand je disais le cancer n'est pas un gros mot, certes, mais on est quand même dans quelque chose de très sérieux. Donc, s'amuser à essayer de je ne sais quoi et de provoquer un conflit dans un couple alors que votre femme est en train de se battre pour sa vie, non, ça vient. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même. Il faut être responsable, quoi. Ouais, on a été plus vers l'intimité que vers la sexualité. L'intimité entre nous. Mais l'intimité, c'est la sexualité aussi. Oui, elle fait partie de la sexualité. Sébastien, tu pourras le redéfinir, mais c'est plus ce qui était agréable. Ça peut être les massages, ça peut être. Et regarder un film dans les bras tous les deux. Dans les bras l'un de l'autre, c'est déjà super. C'est déjà top. Tout en mangeant une glace à Gendas, hein, si j'ai bien compris. Hein. On peut être devant Netflix et avoir de la glace. En même temps, ça pose des problèmes. Et avec du champagne. Puis on a tendance à séparer, c'est vrai, intimité, sexualité, c'est compliqué quand on en parle. Mais en fait, moi, je dis toujours aux couples que je vois tout ce que vous faites à deux et que vous ne faites pas avec les autres, c'est votre sexualité. Exactement. C'est-à-dire que il n'y a pas une sexualité, il y a que des sexualités. À chaque couple que l'on forme, même dans notre propre vie, j'espère que les gens ne cherchent pas à reproduire ce qu'ils faisaient uniquement dans un acte physique avec la personne qu'ils ont connue avant. C'est-à-dire qu'on doit construire notre sexualité et elle peut être différente d'un couple à l'autre, différente d'un moment de la vie à l'autre, et tout ce que l'on fait avec ça ou son partenaire, ça fait partie de notre sexualité, ça ne sera pas celle du voisin. Alors Claire Ogrodowski, voilà, c'est ça, c'est de la co-construction, une nouvelle co-construction de relations sexuelles, alors qui n'est pas forcément l'acte de pénétration en soi, bien évidemment. On parlait tout à l'heure de sécheresse vaginale qui crée des douleurs. D'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre sur la question, Sébastien. Et vous, Claire, vous proposez aussi le toucher relationnel. C'est ce que disait aussi Charles-Antoine, le fait de se tenir la main, de se blottir l'un contre l'autre et regarder la télévision le soir. C'est aussi des orientations que vous proposez aux personnes envers lesquelles vous intervenez? Ben justement, je trouvais le retour hyper intéressant, même pour moi en tant que socio-esthéticienne, parce que c'est vrai que je trouverais intéressant de mettre en place justement des apprentissages de massage pour justement retrouver cette libido, enfin entre guillemets. Après, on en discutait avec les gynécologues. Ce qui est intéressant aussi dans le toucher relationnel, c'est d'aller chercher aussi des sensations et
le travail des préliminaires dans la sexualité est très importante pour resécréter en fait les substances qui vont permettre après de l'acte entre guillemets. Donc il disait que vraiment tout ce qui était préliminaire était très important, surtout dans ces phases-là. Mais le toucher relationnel, il est aussi important pour le patient en lui-même, déjà pour se réapproprier son corps. On le disait tout à l'heure, un corps douloureux, un corps qui a subi des traumatismes entre guillemets avec les cicatrices. Le fait d'aller le toucher, déjà, ça va permettre d'avoir un autre regard sur notre corps. On voit le regard des patientes changer quand on fait du massage. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Éléonore, allez-y. Oui, pardon. C'est qu'il faut aussi, parce que là, on parle beaucoup du couple, mais on a aussi beaucoup de femmes qui sont seules. Il ne faut pas les culpabiliser. On a le droit d'être seule, on a le droit d'affronter un cancer seul, on a le droit aussi de ne pas avoir de sexualité. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait des dictates. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait des femmes qui nous regardent ce soir, qui nous disent « mais moi, je ne suis pas en couple ». Non, on peut aussi très bien traverser un cancer seul et s'en sortir hyper bien parce qu'on a des ressources et qu'on s'appuie sur des super professionnels. Ça me paraît très important à dire ce soir. Et après, il y a on n'en a pas parlé, j'en profite. J'ai la chance d'intervenir comme patiente experte dans des programmes d'éducation thérapeutique. Il y a des programmes comme ça dans beaucoup d'hôpitaux, donc des programmes d'éducation thérapeutique autour du cancer, où là, les patientes vont venir chercher des solutions, des ressources par rapport à des problématiques. Ça peut être la sexualité, ça peut être la fatigue, ça peut être la douleur, ça peut être le fait de ne plus arriver à bouger, etc. Et donc, ces programmes-là vont apporter des réponses individualisées. Parce que ce n'est pas parce qu'on passe par un cancer féminin qu'on va forcément avoir des problématiques. Il y a aussi des gens, des femmes qui traversent ça sans difficulté, ça existe aussi. Donc, je veux pas leur dresser, je voudrais pas qu'une femme qui nous écoute ce soir, on ait un portrait noir. Chaque femme répondra d'une façon différente à un cancer et aura besoin ou non d'aller chercher des solutions. Des solutions, il y en a à l'hôpital et ailleurs. Voilà. Je crois que si je peux me permettre, c'est très important de relever ça parce que effectivement, chaque cancer est différent, chaque prise en charge est différente, même pour le même type de cancer. Les traitements vont être différents et pris dans un ordre différent avec un nombre de séances qui va varier. Les effets secondaires d'une personne à l'autre, effectivement, c'est pour ça qu'on dit aux patients de ne pas aller sur Internet, aller regarder un peu tout ce qu'on peut voir parce que effectivement, de suite, on dresse un tableau très noir de la maladie. Nous, dans l'accompagnement, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de positifs qui ressortent de tout ça. On a beaucoup de témoignages qui disent que finalement la maladie leur a permis une deuxième naissance, entre guillemets. C'est des mots qui ressortent très souvent. Et effectivement, en fonction des traitements, pas dresser un tableau généraliste parce que chaque personne répondra de façon différente et c'est important de le souligner ce soir. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai rebondi aussi sur le fait que le massage, c'est important aussi à titre individuel. Ouais, n'ayons pas une vision étriquée des choses, effectivement. Chaque individu est unique, chacun mène sa vie comme il a envie de l'entendre. Hein. Vous l'avez dit, Éléonore, à l'instant. Il ne faut pas culpabiliser les femmes qui ne sont pas en couple, hein, qui sont célibataires. On peut être célibataire par choix. Et on peut aussi, soyons positifs, y arriver, s'en sortir. Parce que on peut aussi, Sébastien, à défaut d'avoir un conjoint, avoir une vie de couple, on peut aussi être très bien entouré par des amis, par ses parents, par ses enfants. Ce sont aussi des personnes très précieuses dans l'accompagnement. Mais même si on n'a pas de... Pardon. Même si on n'a pas... La question était en direction de Sébastien. Claire, mais allez-y, terminez, puis ensuite on écoutera Sébastien. Allez-y, Claire. Oui, c'est pour ça que je me suis excusée, parce que je me suis rendu compte que j'avais coupé la parole. C'est l'enthousiasme qui parle.
C'est juste important de remettre les choses aussi à leur place. S'il n'y a pas d'entourage et qu'il n'y a qu'un aidant, ça peut être tout aussi important et je veux dire l'accompagnement qu'on peut avoir, il y a plusieurs soins de support qui vont être possibles et à la portée des patients qui vont être seuls. Pareil, il faudrait pas les mettre et les stigmatiser aussi à se dire ils sont tout seuls, ils vont pas se sortir de la maladie. Non, c'est pas parce qu'ils sont tout seuls. Effectivement, l'entourage est très important, mais voilà, seul, on peut aussi s'en sortir grâce à des associations, grâce à des aidants qui peuvent être externes à la famille. Voilà, c'était. Votre réflexion, Claire, elle est très, très pertinente, donc merci. Dans le prolongement de ce qu'a dit Claire, Sébastien, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Donc, il y a l'entourage proche, mais il y a aussi les structures existantes, aidantes, hein, d'ailleurs, à l'instar de celle que l'on a évoquée tout à l'heure, avec vous, Éléonore. J'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Aidez-moi, Éléonore, votre structure, j'ai oublié le nom. Imagine, merci beaucoup. Alors, pour citer Imagine, mais il y a aussi d'autres structures, hein, Sébastien. Donc, il y a l'entourage et il y a aussi tout ce qui est satellite. En fait, ce qui est très important, c'est pas forcément d'être en couple, d'être seul, d'avoir des amis, de la famille, des structures. Ce qui compte, c'est d'être juste bien entouré. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des personnes, des professionnels aussi, et qui peuvent nous apporter du positif. Parce que des fois, on voit des gens qui, d'extérieur, pourraient sembler être très bien entourés, et puis en fait, ça pollue un peu parce qu'il y a des gens qui sont pas très encourageants, défaitistes, etc. Et ça aide pas forcément. Donc, d'être bien entouré, c'est important. Les structures, les associations de patients, il ne faut vraiment pas les oublier, c'est extrêmement important. Parce qu'on n'est pas lotis tous à la même enseigne dans les... J'ai même pas envie de dire forcément des villes, mais simplement des centres. Les centres anticancéreux, oui, ils sont fournis, ils ont des professionnels, beaucoup de soins de support. Les petits services de cancérologie, eh bien, ils n'ont pas forcément tous ces professionnels. Par contre, on retrouve beaucoup d'associations de patients, que ce soit par l'intermédiaire de visio si on a besoin parce qu'on est vraiment très excentré. Je pense aussi notamment à la Ligue contre le cancer, qui est une association où il y a beaucoup dans les départements, beaucoup de comités. Hein, donc, on va retrouver les associations délocalisées. Donc, on va avoir du soutien possible par des professionnels, mais aussi, et on ne le dit pas assez, par les bénévoles. Parce que les bénévoles qui sont dans les associations, ils ont énormément à apporter. Il y a une écoute qui est super intéressante, il y a un partage qui peut être là, d'aiguiller vers d'autres professionnels, vers d'autres structures, etc., pour amener un soutien. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas, ne surtout pas culpabiliser parce qu'on serait seul ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est d'arriver à s'entourer, mais surtout de façon positive. Ne pas aller s'entourer ou se dire faut pas que je sois seul, je vais aller dans ma famille, alors que la famille est pas un bon entourage. Hein. Des fois, il y a des familles un petit peu dysfonctionnelles et elle ne va pas nous aider. Donc, essayez surtout de voir ce que vous avez besoin, vous, de ce que vous avez. Est-ce que vous avez besoin d'échanger, besoin d'une oreille, besoin de conseils? Et là, vous allez vous diriger vers les assos de patients, vers les structures, vers des professionnels ou vers des proches que vous allez rencontrer, des amis, etc. Et vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui va vous aider, hein, qui va vraiment être un bon ancrage pour avancer et pas quelqu'un qui vous coule, quoi. C'est surtout ça qui est important. En gros, les personnes toxiques, on va appeler un chat, elles peuvent être aussi dans son entourage hyper proche. Voilà, vous les déconseillez, Sébastien. L'idée, c'est d'aller vers des personnes positives qui vont nous tirer vers le haut. Hein. On a tendance, des fois, c'est vrai, hein, moi je trouve que j'écoute des patients des fois qui me disent avant, ils acceptaient beaucoup de choses de la part de gens toxiques. Hein. Et puis, une fois qu'il y a la maladie et qu'il y a là, c'est bon, on va arrêter, et qui mettent une distance, qui sont capables de renvoyer, je dis ça, c'est bien. Ça a appris à mettre de la distance avec les gens qui nous polluent. On en a déjà, donc si on prend le milieu professionnel, des fois, c'est pas facile. On a des personnes qui sont toxiques. Là, on n'a pas le choix. Si dans notre entourage familial et proche, on peut essayer de s'entourer de bonnes personnes, il faut le faire. Alors, Charles-Antoine, question en lien avec les propos de Sébastien avant d'écouter Sandrine Lagaron dans un instant, pour la dernière salve de questions-réponses. Est-ce que cette maladie, l'épreuve que vous avez vécue avec votre épouse, j'ai envie de dire,
par ricochet ou la propagation de l'onde de choc a fait aussi quand vous avez fait le tri dans votre entourage. Est-ce que c'est là où on se dit, tiens, on peut compter sur son entourage, les gens qui gravitent autour de nous. Alors, nous, dans notre cas, on n'a pas perdu grand monde. Hein. Non, Thierry. Non. Bah, on se met à l'écart des personnes qui peuvent être un peu négatives ou toxiques pour garder le maximum d'énergie pour les moments de la maladie et les moments. Il y a peut-être, je pense qu'on a perdu surtout des gens à qui ça faisait peur. Et donc qui se sont éloignés, pas par méchanceté ou par désintérêt, mais plus parce qu'ils ne savaient pas du tout comment se positionner et qu'ils avaient peur. C'est plus ça qu'on a ressenti. Vous savez, j'ai vous livrer une petite anecdote. Donc, je suis bénévole pour Imagine. Et hier, il y a une jeune femme qui m'a appelée et qui n'a parlé de son cancer qu'à son conjoint et n'en a pas parlé à l'extérieur parce qu'elle avait peur du regard des autres. Donc, si vous voulez des situations comme ça, d'avoir peur de faire fuir peut-être pas la famille, mais l'entourage, la vie sociale, etc., en 2022, ça existe encore beaucoup. Oui, alors effectivement, c'est toujours très délicat. On peut comprendre l'entourage, comme vous l'avez dit, Charles-Antoine, on ne peut pas les blâmer. Voilà, les choses peuvent aussi aller en ce sens dans la vie. Ça arrive, voilà, certaines prennent de la distance aussi. Alors Sandrine Lagaron, rapidement, il est 19h54, il ne reste plus que 6 minutes avant de se dire au revoir dans cette émission très passionnante ce soir avec des bons intervenants et des témoignages de qualité. Sandrine, est-ce que vous avez pu sélectionner J'ai quelques questions. Alors allons-y. J'ai une question de Sandra qui a subi une mastectomie bilatérale en novembre 2020 sans reconstruction pour le moment. Elle est célibataire et elle a des problèmes avec le regard de l'autre et elle a peur de faire des rencontres. Et elle demande quels conseils on pourrait lui donner. Alors Sébastien, peut-être ? C'est pas évident. Ça, c'est sûr qu'on a tendance, quand il y a une chirurgie qui touche son corps, à se dévaloriser soi-même parce qu'on présente le miroir, ne renvoie plus l'image que l'on pouvait avoir avant. Donc, tout l'intérêt de se réapproprier son corps, d'en retrouver vraiment quelque chose qui nous correspond le mieux. Et après, moi, j'ai envie de dire souvent faut oser déjà de faire une rencontre. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui sont célibataires, qui me disent comment je vais faire pour rencontrer, quand est-ce que je dois dire que j'ai un cancer, etc. Ça ne vous définit pas. La maladie ne définit personne. Donc, avant, il faut peut-être se présenter, créer une relation. Et une fois qu'on a confiance en la personne, là, on se dit, parce que oui, forcément, on est bien d'accord, au moment, s'il y a une sexualité qui apparaît, à un moment donné, on va se dénuder, ça c'est sûr. Là, on ne va pas pouvoir cacher, je ne dis pas qu'il faut se cacher, mais on ne va pas crier, j'ai un cancer, ou j'ai eu un cancer, ça ne vous définit pas, vous vous présentez, on crée une relation, et après, on explique ce qu'on a eu. Et moi, je pense que si ça fait fuir quelqu'un, est-ce que c'était vraiment la bonne personne avec qui vous vouliez construire quelque chose ? Si au moindre accident de la vie, la personne, elle fuit, c'est peut-être pas avec une telle personne qu'on a envie de partager et de vivre notre vie. Parce que demain, il peut arriver n'importe quoi. Il n'y a pas que les cancers. Je veux dire, il peut nous arriver tout accident de la vie. Et même si on regarde quand on est en couple depuis longtemps, si on se marie avec un corps, je pense qu'on est un petit peu vite déçu avec les années, parce qu'on change tout. Donc, c'est pas si créer une relation. Ça s'effiloche avec les années. Oui. Non, mais c'est effectivement important, mais j'entends tout à fait cette question que j'ai vraiment très quotidiennement avec des personnes qui ont peur, en fait, de se montrer, de choquer, d'être repoussés. Acceptez-vous comme vous êtes. Et après, vous allez trouver des personnes qui vont également vous accepter comme vous êtes. Et s'ils ne vous acceptent pas, ils s'en vont. Ce n'est pas les bonnes personnes. Allez, une dernière question, Sandrine, parce que l'heure tourne, on arrive bientôt à 20h. Oui, alors une autre question. Est-ce que l'accompagnement des patientes se fait dans le cadre d'une concertation de l'ensemble du corps médical ? Est-ce que tous les centres d'oncologie orientent-ils vers la socio-esthétique ou d'autres soins de support ? Claire, peut-être, pour répondre à cette question, brièvement. Malheureusement, on se rend compte que non, parce que en tant que socio-esthétique, la socio-esthétique n'est pas encore rentrée dans le panier INCA.
C'est le panier de soins de support validé qui permet d'avoir des postes en fait dans les établissements et qui oblige plus ou moins les établissements à avoir ces soins de support comme la psychologie, la diététique. On parle beaucoup de sport adapté. Malheureusement, la socio-esthétique, alors il y a des établissements où on n'est pas encore présent, malheureusement, et des établissements où on intervient à hauteur, souvent par le biais des ligues ou d'associations, à hauteur de 2 demi-journées par mois, ce qui est très peu au vu du nombre de patients qui peuvent défiler dans les services et qui sont de plus en plus chargés, malheureusement. Donc non, malheureusement, on ne dirige pas systématiquement vers la socio-esthétique. On donne des conseils, des fiches conseils, mais souvent le patient ne le lit malheureusement pas parce qu'on donne ça quand on vient d'apprendre la maladie et on a beaucoup d'informations et on retient pas tout ça. Voilà. Rapidement, peut-être en 30 secondes, Sandrine, une dernière question. Oui, Si vous une en avez question sélectionné. pour Éléonore et Charles-Antoine. Est-ce que par rapport à votre enfant, est-ce que vous en avez parlé? Et si oui, comment? Comment vous avez parlé de la maladie? Alors, notre enfant avait 1 an, c'était un petit bébé. Oui. On a verbalisé pour expliquer que maman était malade, qu'elle avait des bobos dans le ventre. Il est venu à l'hôpital, au centre Gustave Roussy. Il était venu plusieurs fois quand j'avais été hospitalisée en chimio. Il avait eu l'autorisation de venir, donc il a vu, on a expliqué. Et puis, on a montré... Il était très intéressé par les plateaux de nourriture que sa mère ne mangeait pas. C'est ce qui l'intéressait, c'est de manger les desserts. Et après, il y a des petits livres qui sont très bien faits, qui expliquent la maladie aux enfants avec des dessins quand ils sont petits. On peut leur expliquer « maman est malade » ou « maman va à l'hôpital ». Il y a des choses qui sont disponibles dans les espaces recherche, information des hôpitaux qui expliquent très bien ça, ou la Ligue peut aussi donner des titres. Voilà, avec des choses adaptées à l'âge des enfants. On dit que ce qui est adapté à l'âge des enfants et ce qui peut comprendre maman a un bobo, il peut comprendre. Bien, il est 20h tout pile. Voilà, c'est donc la fin de cette webconférence Cancers et féminité, levons les tabous. Je tiens à remercier Sébastien Landry, Claire Gourdowski et bien sûr Éléonore et Charles-Antoine Piot. Merci infiniment d'avoir eu la gentillesse d'être présents, répondre à nos questions dans cette conférence organisée par Aesio Mutuel et Imagine. C'était un grand plaisir de vous écouter, puis merci d'avoir eu le courage de témoigner en public et nous raconter un petit peu l'envers du décor. Voilà, Sandrine, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Bien, merci Kamel, merci à tous nos intervenants pour ces échanges très généreux et passionnants. Donc, je remercie également tous les participants qui se sont connectés ce soir et on va vous soumettre 2 questions pour avoir votre évaluation. Donc, on vous remercie d'y participer. C'est très important pour nous d'avoir votre retour. Voilà, merci à tous et très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.